Comme de nombreuses salles de spectacle en France, la MC2 est désormais occupée depuis mardi par des manifestants réclamant la réouverture des lieux culturels ainsi qu'un plan de relance pour les activités artistiques. Symbole du patrimoine de la vallée du Grésivaudan, la tour d'Ars à Saint-Imier fait l'objet de travaux de sécurisation et de restauration. Des travaux qui devraient débuter au printemps avant d'accueillir les premiers visiteurs dès l'été. Le président des Brûleurs de Loups se dit prêt à aller en justice suite à l'annonce de la Fédération française de hockey sur glace de sacrer le champion de France à l'issue des phases régulières. Nous ferons le point avec Jacques Rebaud, invité de ce journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mercredi 17 mars. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18 h. On commence ce JT par un appel à témoins lancé par la police judiciaire de Grenoble. Les enquêteurs sont à la recherche d'éventuels témoins qui ne se seraient pas encore manifestés afin d'élucider le meurtre de Yanis Gazi. Le 2 août 2020, cet habitant de la Villeneuve a été abattu au petit matin devant la boulangerie au Blé d'Or située au 105 avenue Léon Blum. Les policiers cherchent donc d'éventuels témoins du meurtre ou des personnes détenant des informations susceptibles de faire avancer l'enquête. Ils peuvent se manifester en prenant contact avec la police judiciaire en composant le 04 78 78 40 06. Après le théâtre de l'Odéon à Paris, c'est au tour de la MC2. Comme d'autres théâtres en France, la MC2 est maintenant occupée par des manifestants réclamant la réouverture des lieux culturels ainsi qu'un plan de relance pour les activités artistiques. Mardi 16 mars, c'est la direction de la Maison de la Culture qui leur a ouvert les portes. Aujourd'hui, une nouvelle assemblée générale composée d'acteurs de la culture, de syndicalistes et de militants s'est tenue pour décider de la suite du mouvement. Petite, on est dans le monde du spectacle et que pour nous c'est essentiel, que c'est notre vie, que c'est notre futur et qu'on a besoin de ça et qu'on a l'impression de passer totalement à la trappe, ouais, totalement. On a été privés de la culture alors que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est important d'occuper les lieux qui nous sont chers parce qu'il y a peu de choses qui ont de l'impact. Alors quand on voit l'ampleur qu'a pris le mouvement, tous les théâtres qui sont occupés aujourd'hui, ça semble évident et super important de s'impliquer là-dedans et de faire tout ce qu'on peut à notre niveau pour essayer de faire en sorte que ça ait un impact sur les décisions du gouvernement ensuite. Pour les intermittents et tous les artistes qui ne sont pas intermittents, l'accès à des droits pour pouvoir survivre dans cette période difficile. Et donc on demande année blanche, c'est-à-dire de prolonger encore d'1 an au moins le droit aux allocations chômage. Donc il y a ce truc qui est important. On demande le respect des droits sur les congés maternité, les longues maladies. Et puis on demande un plan de relance et un fonds d'aide d'urgence. En fait, il y a beaucoup d'argent qui a été donné pour aider les structures qui sont fermées, donc tant mieux. Mais le problème, c'est que les artistes qui sont isolés, qui répètent chez eux, ne voient pas la couleur de cet argent puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Et dernier point très important, les galeries de Lafayette sont ouvertes, les lieux de culte sont ouverts, pourquoi pas le musée de Grenoble, pourquoi pas la MC2, qui est un service public, où on pourrait, avec des jauges réduites, avec des conditions sanitaires garanties, accueillir le public pour accéder à l'art et la culture dont on a tant besoin dans ces temps difficiles. Et selon la CGT Spectacle, plus d'une cinquantaine de salles de spectacle seraient aujourd'hui occupées en France. Avec 96% de taux de réussite pour le bac l'année dernière, on peut dire que 2020 est un bon cru. Mais le taux de réussite n'est pas le seul critère pour juger la performance d'un lycée. Le ministère de l'Éducation nationale a publié les IVAL, comprenez les indicateurs de valeur ajoutée des lycées. Leur but est évaluer la manière dont les établissements accompagnent les élèves. Ces IVAL se basent sur 3 indicateurs, le taux de réussite, le taux de mention et le taux d'accès. En Isère, parmi les lycées généraux et technologiques qui s'en sortent le mieux, il y a le lycée Sainte-Cécile à la Côte-Saint-André, l'externe à Notre-Dame à Grenoble ou encore le lycée Ferdinand-Buisson à Voiron. Parmi les lycées professionnels, on retrouve le lycée du Grésivaudan à Mélan ainsi que le lycée Édouard Herriot à Voiron et le lycée Louise Michel à Grenoble.
L'ancienne directrice des PFI vient d'être relaxée. Le tribunal correctionnel de Grenoble a rendu sa décision. Corinne Loidis, directrice des pompes funèbres intercommunales de Grenoble, pendant 25 ans, était accusée d'abus de biens sociaux. Elle était poursuivie pour plusieurs faits, pour avoir perçu une rémunération indexée sur le chiffre d'affaires alors qu'elle n'était plus salariée mais mandataire sociale, pour avoir souscrit un contrat de retraite pour elle et 5 cadres dans la société, dont son compagnon, sans avoir sollicité le conseil d'administration, et pour avoir offert des services funéraires à des salariés et des membres du conseil d'administration. La justice a retenu la prescription et l'absence d'intentionnalité pour les faits qui lui étaient reprochés. Après la tour Perret, c'est une autre tour bien connue de l'agglomération grenobloise de subir des travaux de sécurisation et de restauration. Donjon d'un ancien château, la tour d'Ars à Saint-Imier a vu le jour à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Depuis de nombreuses années, habitants et collectivités se mobilisent pour préserver ce patrimoine de la vallée du Grésivaudan. Visite avec Lilian Veillé. De ses 13 mètres de haut, elle surplombe et surveille Saint-Imier et la vallée du Grésivaudan. La tour d'Ars est bien connue de ses habitants qui l'ont vue année après année s'étoffer de ses fondations. Entre 2016 et 2017, le fonds de dotation de la tour d'Ars a découvert un dallage en pierre, une porte, un escalier et une partie des remparts. Mais aujourd'hui, ce sont surtout des travaux de restauration et de sécurisation qui sont nécessaires. Alors les travaux sont prévus sur le côté, puisque c'est là où il va falloir sécuriser, avec des travaux qui seront un peu acrobatiques, puisque c'est un peu en pente. Ces aménagements vont permettre de renforcer les remparts de la tour côté nord, où elle s'est un peu écroulée, et devraient aussi valoriser le site pour le rendre accessible aux visiteurs. Il faut absolument qu'on rouvre ce site au public, et pour des questions de sécurité, d'éviter d'abîmer tout le site et tout, donc on a engagé tous ces travaux de consolidation des murs déjà, parce que c'est important, et de faire tout un parcours, de visite pour canaliser un petit peu les visiteurs. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée à financer la moitié des travaux, soit près de 60 000 € pour conserver ce patrimoine local. C'est important parce que la défense du patrimoine, sa restauration, c'est un facteur de développement local pour le tourisme, pour l'économie et puis aussi pour la culture, parce que c'est de la transmission de la mémoire et de la transmission de l'histoire aux générations futures. Une histoire qui a commencé à la fin du XIIe siècle pour cette tour, qui serait en fait le donjon d'un ancien château fort. Avec ses murs épais d'1,40 m, elle renfermait une chapelle et commandait aussi 2 petites enceintes. Il y a un vécu derrière, et lorsqu'on est au milieu de ces pierres, on sent vraiment que derrière, il y a une histoire. On sent les générations qui nous ont précédés, et on imagine un petit peu leur façon de vivre, qui bien sûr était très éloignée de la nôtre, mais on était sous le même ciel, on était dans le même lieu. Ce sont nos racines. Les travaux devraient débuter dans le printemps pour permettre aux visiteurs de profiter de la vue depuis la tour cet été. Bonsoir Jacques Rebaud, vous êtes le président des Brûleurs de Loups. L'annonce est tombée mercredi dernier. La Fédération française de hockey sur glace a tranché. Il n'y aura pas de play-off cette saison. Le champion de France sera donc le premier des phases régulières. Vous vous attendiez à cette décision ? Non, c'est réellement un choc à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de ne pas jouer ces play-offs. À partir du moment où on décide de décerner un titre, surtout dans le hockey sur glace, le titre s'obtient par une confrontation lors des playoffs, et d'associer le fait qu'on ne joue pas de playoffs à un titre de champion qui sera décerné au premier de la phase régulière, pour moi c'est une hérésie aussi bien sportive qu'équitable, puisque l'année dernière nous étions premiers de la phase régulière au moment de la pandémie, et notre club n'avait pas été sacré champion de France, et j'en avais trouvé aucune difficulté, puisque effectivement je trouvais, comme je viens de l'évoquer, que le titre ne pouvait se gagner que sur la glace. Et cette année, que la fédération sorte cette décision mercredi, comme vous l'avez précisé, et que 2 jours après, par le jeu de la compétition du championnat, Rouen se retrouve après une défaite, avoir pris 1 point premier et mathématiquement impossible de revenir sur elle, se retrouve champion. Je trouve qu'on est dans une articulation pas très saine
de notre championnat et l'impression qu'on a changé la règle pendant la partie. Et c'est une énorme frustration. Donc oui, effectivement, je suis très contrarié. J'ai longtemps discuté avec la fédération en essayant de leur dire il faut qu'on joue ces playoffs. J'ai demandé une consultation juridique pour m'assurer qu'il y avait un fondement à demander ces playoffs et qu'il y avait une équité sportive qui devait prévaloir. Et malgré tout ce travail de recherche, aussi bien jurisprudentielle que sportive, la fédération a décidé de rejeter cette demande et d'annuler purement et simplement la tenue de ces playoffs. Donc il n'y aura effectivement pas de playoffs. Mais j'ai encore un espoir puisque j'ai saisi le CNOSF, qui est un organe de médiation, pour essayer d'obtenir le retour à la raison de la fédération pour nous permettre de jouer ces playoffs et de éventuellement gagner ou perdre ce titre sur la glace. Je rappelle que nous étions les derniers tenants en titre. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est une décision qui est peut-être aussi compliqué au vu des événements de la saison dernière. Donc vous étiez les derniers champions de France en titre, un titre que vous avez mis 10 ans à retrouver. L'an dernier, vous étiez premier des phases régulières. Vous vous étiez qualifié haut la main pour les demi-finales en battant Chamonix 4-0. Et puis tout s'est arrêté avec le confinement. Et là, vous n'êtes pas sacré champion de France. C'est là où on voit qu'il y a un déséquilibre, si je puis dire. C'est un euphémisme. Oui. Non, oui, une lecture vraiment différente de la compétition, mais j'ai le sentiment qu'il y a un règlement pour certains clubs et puis un règlement pour Grenoble. Et malheureusement, on est frappé de plein fouet par cette adaptation de la règle que je trouve pas très équitable. Donc oui, on va sortir les griffes et on va aller engager les actions pour préserver l'image de notre club, son histoire, préserver les joueurs, parce que les joueurs de Rouen sont cette année champions à la lecture de ce qui vient d'être édicté par la fédération. Et moi, mes joueurs, l'année dernière, n'étaient pas champions. Et pour eux, c'est également une réelle frustration. Et juste pour eux, je dois me battre. Et après, on a tous nos supporters qui sont là, qui aiment notre club et qui ont attendu 10 ans pour aller chercher ce titre, vous l'avez dit, hein, pour aller chercher un titre, c'est du sang, c'est des larmes, c'est de la sueur, c'est toute cette énergie nécessaire. Et de le gagner sur un coup de dé. Voilà, je ne fais pas du tout offense à Rouen. Rouen a fait une très belle saison, 22 matchs avec 2 défaites. Mais je rappelle que lorsque nous avons été champions en 2019, Rouen avait fait une très belle saison, également 44 matchs avec 2 défaites uniquement. Mais à la fin du compte, ils ont quand même perdu et c'est nous qui avions été champions. Donc voilà, je pense que la victoire doit se gagner sur la glace et pas dans un bureau, pas par une décision d'un comité directeur. Et enfin, j'arrêterai là peut-être, mais on ne peut pas écrire à la règle le mercredi et décerner le titre de champion 3 jours après, quoi. Ce que vous contestez aussi, c'est le fait que cette décision risque de faire perdre de la valeur à la Ligue Magnus, à cette coupe. J'ai le sentiment qu'on va la galvauder, cette coupe, puisque, comme je le disais il y a un instant, c'est 10 ans pour nous de travail et d'acharnement et d'investissement humain. Et aujourd'hui, de la donner comme ça, je pense qu'elle perd sa valeur. Donc ce combat, il est pour notre équipe, pour le club. Il est aussi pour la Ligue Magnus. On ne peut pas, quand on est un comité directeur, avoir une décision à la petite semaine et d'attribuer le titre comme ça, tout un revers de main. Je ne peux pas l'accepter. Alors, c'est une décision prise par la fédération en accord avec les clubs. Ça veut dire que vous êtes le seul à penser ça ? Non, puisque lorsqu'il y a eu effectivement un vote, alors je pense que le vote a été pris à l'envers, il y a eu un vote pour savoir si on jouait ou pas les playoffs. 7 clubs ont décidé de ne pas jouer les playoffs, 5 ont décidé de souhaiter jouer les playoffs. Mais je pense que la règle, elle est différente, l'approche est différente. On aurait dû demander si on jouait les playoffs et ça aurait dû être un accord unanime des clubs pour changer la règle. On ne peut pas, à la majorité, changer cette règle. Effectivement, certains clubs qui ne sont pas concernés par les playoffs ont pris une position un peu de dédain. Et les clubs qui étaient concernés par les playoffs, je pense à Amiens, je pense à Angers notamment, qui avaient envie de jouer ces playoffs, de les trouver, de ne pas pouvoir se confronter sur la glace, c'était aussi pour eux une frustration, j'en suis certain. Alors, ce n'est pas la première fois que vous faites figure de contestataire, si je puis dire, mais cette fois-ci, vous avez dit en conférence de presse cet après-midi, allez plus loin, et c'est ce que vous disiez, vous allez saisir la justice. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous attendez de ça ? Effectivement, j'avais déjà été dissident l'année dernière. Rappelez-vous, lorsque nous devions jouer, nous étions en demi-finale, la pandémie arrivait et on avait demandé à mon club de jouer contre Amiens qui menait dans la série contre Mulhouse 3-1. Et à l'époque, j'avais dit que c'était pas possible pour moi de demander à mes joueurs d'aller affronter Rouen
d'aller affronter Amiens qui n'avait pas gagné sa place en demi-finale. À ce moment-là, la fédération a mis la pression très forte sur moi en me disant il faut que vous jouiez. J'avais refusé. Et finalement, le destin, petit clin d'œil du destin, puisque finalement Mulhouse avait gagné la série et c'est contre Mulhouse que j'aurais dû jouer. La pandémie est arrivée, on n'a pas joué. Là aujourd'hui, c'est encore la même chose. C'est effectivement une dernière conciliation devant le CNOSF qui devra avoir lieu dans une dizaine de jours, où on va encore essayer d'avoir une médiation et de faire revenir la fédération à la raison et de jouer des playoffs, aménagés probablement, mais pour pouvoir aller ferrailler sur la glace. Et mes joueurs en ont très envie et ils se sentent capables d'aller chercher le titre sur la glace. Et si effectivement le CNOSF ou la fédération n'accepte pas cette médiation et décide de garder sa posture, eh bien, effectivement, on ira devant le tribunal administratif pour essayer d'obtenir gain de cause. Mais là, on sera sur un terrain qui sera, j'allais dire, moins sain et qui viendra salir aussi bien la fédération que notre club parce que la justice, à un moment donné, ne doit pas avoir son mot à dire dans le hockey. C'est juste des règles et aujourd'hui, les règles ne sont pas respectées. Et qu'est-ce que vous souhaitez obtenir si jamais... Je souhaite obtenir tout simplement une saison blanche. Ça veut dire que soit on va jusqu'au bout du processus de la compétition sportive, et s'il n'y a pas de processus de compétition sportive, je pense qu'il faut comme on l'a dit dès le début, parce que dès le début de saison, le règlement avait prévu en octobre que s'il n'y avait pas de play-off, il n'y avait pas de champion, et qu'il n'y avait pas de descente, c'est-à-dire qu'on était dans une saison qui avait un caractère uniquement économique, c'est-à-dire on essaie de garder en vie les clubs, mais aucun intérêt sportif. Et c'est ce que je souhaite obtenir si demain on ne peut pas obtenir de jouer des playoffs. Donc c'est le sport avant tout. Et si le sport ne peut pas parler, eh bien ce sera le règlement qui dira voilà, une saison blanche et on reviendra dans l'état où nous étions à la fin de la saison dernière. Alors vous disiez vouloir vous battre pour vos joueurs. On va justement écouter le capitaine des Brûleurs de Loup, Joël Champagne. On joue la saison pour les playoffs. On sait qu'à la fin de la saison, il va y avoir un classement, puis après ça, c'est les playoffs, c'est là qu'on détermine le gagnant. Donc oui, c'est ça, c'est frustrant de ne pas avoir de playoffs. En plus, pour moi, c'est le moment le plus fun de l'année, je pense que pour tous les joueurs. Puis non, c'est sûr que ça va nous manquer cette année. Tout le long de la saison, on a trouvé une manière de se motiver. Puis c'est pas aujourd'hui qu'on va arrêter, il nous reste 3 matchs. On veut gagner les 3 matchs, puis on veut bien finir la saison. Puis c'est ce qu'on va faire. On va supporter Jacques comme qu'il nous supporte depuis longtemps, depuis toute la saison. Puis non, c'est sûr qu'on est une famille, puis on va supporter tout le long. Alors justement, malgré tout cela, le championnat n'est pas encore terminé. Vous comptez bien le jouer à fond? Oui, bien sûr. Ce sont des compétiteurs. Nous sommes des compétiteurs. Il nous reste 3 matchs, comme le disait Joël, et on va faire le maximum pour aller jouer ces 3 matchs. Et comme on l'a fait toute la saison, on va essayer d'intégrer un maximum de jeunes à notre effectif parce que nous avions profité de cette année pour pouvoir donner du temps de jeu à nos jeunes du centre de formation. Nous en avions 8 contre Angers. On a l'intention de les faire jouer encore parce que cette année, qui était une année sacrifiée sur le point de vue sportif, devait être une année qui devait nous servir à la formation et c'est ce qu'on a fait et on est très fiers de cela. Peut-être qu'on a été moins compétitifs que d'autres clubs qui ont joué et qui ont essayé d'être opportunistes. Nous, on a essayé surtout de dire on va former, on va accompagner et on va préparer l'année prochaine dans de meilleures conditions. Eh bien, merci Jacques Rebaud. Je rappelle que vous êtes le président des Brûleurs de Loup. C'est la fin de ce JT. On se quitte avec ces images des rues désertes de Grenoble où le premier confinement commençait il y a 1 an, jour pour jour, le 17 mars 2020. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.